Cette vidéo fait suite à la vidéo sur l'interféromètre de Michelson éclairé par une source étendue en configuration lame face parallèle. Dans cette deuxième partie, nous allons en fait nous intéresser à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va reprendre notre interféromètre de Michelson. Cette fois-ci, on va l'utiliser dans l'autre configuration. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'éclairer cet interféromètre de Michelson avec plusieurs ondes non cohérentes provenant de la source étendue. Et on a vu qu'a priori, on n'avait pas de propriété particulière pour le type d'onde d'entrée. Les possibilités d'interférence étaient à ce moment-là limitées, et dans la configuration à lame à face parallèle, on a vu que s'entraînait la localisation de la figure d'interférence sur une partie précise de l'espace, en particulier le plan focal image d'une lentille. On avait essayé de faire interférer un rayon avec lui-même pour assurer effectivement la cohérence des signaux d'interférence, et ça avait entraîné la nécessité de localiser en fait la figure d'interférence. Dans cette nouvelle configuration, en fait, on va raisonner d'une manière un petit peu différente. On va essayer effectivement d'avoir une interférence localisée dans un endroit particulier de l'espace, et on va s'apercevoir que cette fois-ci, ça nécessite de limiter un peu les rayons provenant d'une même onde au niveau de la source. Alors cette fois-ci, on utilise une configuration type coin d'air avec ici un miroir qui est incliné par rapport au bras du Michelson. On n'a pas ici un angle de 90 degrés, on a typiquement un angle de 90 degrés moins alpha. Donc une petite inclinaison. On verra pour un bon fonctionnement qu'il faut effectivement que les bras ici du Michelson aient à peu près la même longueur, on le précisera par la suite. Comme dans la configuration lame à face parallèle, une première partie du raisonnement consiste à se trouver pour notre interféromètre de Michelson un schéma équivalent pour le rayon de sortie, équivalent aussi pour le calcul des longueurs optiques. On va donc se retrouver avec un premier rayon qui arrive sur le miroir incliné. On avait vu comment éventuellement faire la construction de ce rayon en utilisant une source fictive. Ici, quand on est en configuration lame à face parallèle, la source fictive va être symétrique. Si par contre on tourne le miroir d'un angle alpha, on va se retrouver ici avec une source telle qu'on aura ici un angle 2 alpha. Donc cette source permettra de faire le tracé du deuxième rayon, et ensuite on obtiendra là encore une source qui permettra de faire le tracé du dernier rayon. Si ici j'utilise le miroir symétrique comme tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser ce miroir symétrique pour faire le tracé du rayon bleu. Le rayon en sortie ici va être le même qu'avec une réflexion sur ce miroir-là. Donc le miroir ici va donner un rayon de sortie identique, qui sont de ce point de vue-là équivalents. Mais on peut s'apercevoir aussi que les longueurs optiques ici des deux trajets sont les mêmes. Donc le trajet turquoise ou le trajet bleu ici vont donner la même longueur optique. Donc non seulement le miroir ici équivalent donne le même rayon de sortie, mais il donne aussi le même trajet optique pour ce rayon de sortie. Donc on va pouvoir, comme pour la configuration lame à face parallèle, utiliser une représentation qui sera une représentation équivalente. Comme cette fois-ci les deux miroirs ne sont plus parallèles, on a en sortie deux rayons qui ne sont plus parallèles. Donc pas d'interférence ici localisée à l'infini, mais on aura quand même des interférences qui se retrouveront localisées. Alors si je veux essayer de déterminer ce lieu de localisation, je m'aperçois que ces deux rayons vont en gros se croiser dans cette zone-là de l'espace. On va faire un petit zoom sur cette partie-là pour déterminer le lieu de localisation.
Comme dans la configuration à la main face parallèle, on pourra se contenter bien, de s'intéresser à ces deux miroirs. On va prendre le Michelson équivalent en coin d'air pour déterminer le lieu de localisation, calculer la différence de marche entre les rayons. Donc ici, j'ai représenté le schéma équivalent d'un peu plus près. On se rappelle que pour obtenir des interférences de bonne qualité, c'est-à-dire visibles avec l'œil humain, il faut que l'angle alpha soit en général très petit devant 1. On avait vu que des angles de l'ordre du milli-radian permettaient d'obtenir des franges que l'œil humain était capable de séparer. Je vais m'intéresser à notre interféromètre éclairé sous une seule incidence. Je vais considérer que les rayons qui arrivent sur les miroirs sont en incidence normale par rapport au premier miroir. Par réflexion sur le premier miroir, on aura ici les directions confondues avec des sens opposés pour le rayon de sortie. Donc voilà mon premier rayon. Pour le deuxième rayon, j'ai réflexion ici sur le miroir équivalent avec le rayon de sortie bleu. Ici, je fais un angle alpha avec la normale, donc entre les deux rayons, j'aurai un angle 2 alpha. Premier point, le lieu de localisation. Si je regarde ici mes rayons de sortie bleu et rouge, le point d'intersection entre ces rayons, c'est ici, ce point ici, correspondant à un point du deuxième miroir que je vais appeler P. Donc les interférences ici sont localisées sur le deuxième miroir. Pour la différence de marche, en appelant E la distance entre ces deux miroirs pris orthogonalement au premier, donc la distance entre ce point et le point P, j'appelle cette distance E de P. Si je m'intéresse à la différence de marche, le rayon rouge en P a un déficit de longueur optique E de P. Donc le chemin optique ici du rayon rouge pour aller en P à partir du point où les deux rayons se séparent, ça sera moins E de P. Pour le rayon bleu, lui, par rapport à ce point-là, il aura parcouru cette fois-ci le chemin optique E de P. Donc la différence de chemin optique va être E de P moins E de P, c'est-à-dire 2E de P. L'angle alpha étant petit, je peux considérer ici que cette épaisseur E de P vaut 2 alpha x. Ça me permet ici d'assurer une propriété intéressante. Si jamais j'ai plusieurs points P qui ont la même abscisse x, ils auront la même différence de marche, donc le même ordre d'interférence, donc le même type de frange. Ça veut dire qu'à x constant, j'ai le même type de frange, donc j'aurai des franges rectilignes. À partir de cette différence de marche, je pourrais calculer l'écart entre deux franges brillantes, mais je peux le faire aussi de manière un peu différente. Si je m'intéresse à un autre rayon ici, j'aurai toujours incidence normale par rapport au premier miroir. J'ai ici éclairé mon Michelson avec une seule incidence. J'aurai toujours interférence en un point P' du deuxième miroir, donc effectivement toutes les franges vont être localisées sur ce miroir. Cette fois-ci, j'aurai une autre différence de marche qui fera intervenir l'épaisseur au niveau du point P'. Si je pars d'une frange brillante pour obtenir ici une nouvelle frange brillante, il faudra que j'ai ici un chemin optique entre les deux, une différence de chemin optique lambda. Donc ça veut dire que l'épaisseur ici, E de P, va diminuer de lambda sur 2. Donc j'obtiendrai ici une frange brillante et ici une frange brillante. Je vois apparaître entre les deux ici l'interfrange. Donc ça me permettra d'avoir ici une interfrange, donc lambda sur 2, avec l'angle alpha. Je vais avoir une interfrange qui fait lambda sur 2 alpha. Maintenant, le problème va se poser d'éclairer l'interféromètre sous plusieurs incidences. Si effectivement ici, j'ai une incidence normale par rapport au premier miroir, les interférences seront localisées sur le deuxième. Mais si maintenant je prends par exemple une incidence qui est cette fois-ci
normale au deuxième miroir, j'obtiendrai eh bien, par construction ici une intersection de mes rayons de sortie. Donc pour le rayon bleu, je repars avec la même direction et un sens opposé. Et pour le rayon rouge, j'ai ma réflexion avec ici un angle entre les deux de 2 alpha. J'aurai cette fois-ci eh intersection de mes rayons de sortie en P'. Les interférences sont cette fois-ci localisées sur le premier miroir. Si je prends un autre angle d'incidence, je vais me retrouver avec un autre plan de localisation. Alors le problème maintenant, c'est d'assurer pour plusieurs angles d'incidence, c'est de s'assurer que pour des points ici qui sont globalement dans la même direction, donc les points du premier miroir et les points du deuxième miroir, j'aimerais bien avoir le même type d'interférence pour que, en regardant ensuite ces figures d'interférence, j'obtienne eh bien, des franges brillantes ici pour les deux points, ou quasiment brillantes. Pour ça, eh bien, il faudra que les incidences restent faibles, de manière à ce que les différences de marche soient quasiment les mêmes. Il faudra aussi que les épaisseurs restent faibles. Donc pour avoir ici les mêmes types d'interférences pour deux points dans la même direction d'observation sur les miroirs, il me faut des incidences pas trop importantes et des épaisseurs du miroir pas trop grandes devant en particulier la longueur d'onde. Avec des angles de l'ordre de quelques milliradians et des épaisseurs de l'ordre de quelques dizaines de longueurs d'onde, on n'a pas de problème ici. Alors, respecter ici des incidences de l'ordre de quelques milliradians est difficile, donc on a forcément ici des angles plus importants. Donc on peut considérer que l'épaisseur ici du coin d'air ne doit pas excéder quelques longueurs d'onde. Sinon, eh bien, on risque d'avoir effectivement des phénomènes de brouillage, puisque pour ces deux points, les types d'interférences vont devenir relativement différents, et dès que l'écart entre les ordres d'interférence va commencer à dépasser quelques dixièmes, eh bien, on aura des problèmes de brouillage. Donc pour obtenir ces franges du coin d'air dans de bonnes conditions, il faut faire en sorte que l'épaisseur du coin d'air reste de l'ordre de quelques longueurs d'onde, donc qu'on soit près ici de ce qu'on a appelé le contact optique, savoir les distances ou la longueur des bras du Michelson égale à 0. Donc en résumé, pour la configuration coin d'air, eh bien, on va utiliser en entrée un système qui va permettre de limiter les angles d'incidence. Donc une lampe, source étendue, qui va éclairer un diaphragme avec un trou relativement faible, ce qui permettra d'avoir ici des rayons de sortie qui, après l'utilisation d'une lentille telle que le diaphragme soit dans son plan focal objet, permettra d'avoir des rayons de sortie qui seront quasiment parallèles, mais chaque rayon ici va provenir d'un point différent de la source étendue, donc les deux rayons qu'on a ici ne sont plus cohérents. Le fait d'avoir des rayons ici non cohérents fait que, eh bien, si on regardera notre système de sortie, eh bien, deux rayons ici provenant d'un rayon de départ distinct ne pourront pas donner lieu à l'interférence, donc on aura des interférences qui seront seulement localisées au niveau des miroirs. Étant donné que l'épaisseur de la lame est de l'ordre de quelques longueurs d'onde, d'un point de vue optique géométrique, ces deux miroirs sont confondus. Donc pour observer la figure d'interférence, il faudra tout simplement former, puisque la figure est localisée sur le plan correspondant aux deux miroirs, puisque la différence est trop faible pour la distinguer d'un point de vue optique géométrique, eh bien il faudra que le plan ici des miroirs soit conjugué avec l'écran à travers une lentille. Donc on va former sur l'écran, avec la lentille, l'image du miroir. On a calculé l'interfrange, et on a une interfrange régulière, lambda sur 2 alpha, avec des franges rectilignes, qu'on va appeler des franges d'égale épaisseur, puisque effectivement, pour une épaisseur du coin d'air donné, on a un type de frange donnée.